Si on nous disait qu'on pouvait acheter 2 heures de temps libre demain, simplement en payant 10 petites minutes de notre temps ce soir, je crois qu'on signerait tous tout de suite. Ah bah c'est sûr, c'est le genre d'investissement qu'on ne refuse pas. Grave. Et en fait, c'est la promesse mathématique assez audacieuse qui saute aux yeux quand on se penche sur l'exploration d'aujourd'hui. On a déjà eu l'occasion d'établir un principe de base ensemble. L'importance absolue de s'attaquer à sa tâche la plus difficile en premier. Voilà, c'est ça, avaler son fameux crapaud dès le matin. La théorie est hyper limpide sur le papier. Mais en creusant le sujet, un obstacle récurrent apparaît de façon assez flagrante. La paralysie, Complètement. La paralysie totale face à l'ampleur d'un projet. C'est vraiment le mur psychologique par excellence, tu vois. L'intention est là. La volonté de gravir la montagne au réveil est ultra sincère. Mais quand les yeux se posent sur un sommet qui se perd dans les nuages, le cerveau reptilien prend le relais. Et nos jambes refusent d'avancer. Exactement. La taille monumentale de l'objectif ne crée pas juste de l'hésitation. Elle déclenche une vraie résistance qui frôle presque la douleur physique. Ce qui nous amène à ressortir ce vieux cliché inévitable, tu sais, la question de savoir comment mange un éléphant. Une bouchée à la fois. C'est hyper éculé, on est d'accord, mais au-delà de la métaphore un peu usée, il y a une réalité neurologique fascinante derrière ça. La tâche la plus effrayante ne peut juste pas, physiquement parlant, être assimilée d'un seul bloc par notre cognition. C'est impossible, ouais. Elle doit impérativement être fracturée en activités extrêmement spécifiques et échelonnées dans le temps. Et le truc fou, c'est que l'outil le plus tranchant pour opérer cette dissection, pour vaincre cette procrastination paralysante, ça n'a rien à voir avec la volonté. Ni avec une discipline de fer, non. C'est un processus purement intellectuel. C'est l'art de réfléchir sur papier, en fait. C'est exactement ça. Organiser l'action avant même de faire le moindre pas. Notre mission aujourd'hui, c'est de démonter les rouages de cette planification redoutable. Alors, décortiquons ça. Parce qu'avant de plonger dans la mécanique pure, dans la façon de faire des listes, il y a un constat assez brutal qui ressort. Lequel? Passer à l'action sans planifier, c'est la cause numéro 1 de l'échec. L'action spontanée sans structure, c'est le meilleur moyen de s'épuiser pour rien. La méthode met en lumière une métrique implacable pour ça. C'est la règle du 10-90. Ah oui, c'est quoi le principe exact de ce calcul En gros, si tu investis seulement 10% du temps total requis pour une tâche dans sa planification préalable, tu réduis de 90% le temps de l'exécution qui suit. Waouh! C'est un sacré effet de levier. Totalement asymétrique. La théorie est belle, mais concrètement, sur une journée standard, ça représente quoi? C'est la vraie question. On a du mal à visualiser un gain de 90%. Prenons une journée typique. Prendre 10 à 12 petites minutes pour structurer la journée du lendemain, ça permet d'économiser au moins 2 heures complètes de travail. 2 heures. C'est énorme. On parle de 100 à 120 minutes d'efforts dilués qui sont récupérés. Ouais. Parce qu'une journée non planifiée, c'est un vrai champ de mine cognitif. Oh que oui. Tu commences un truc, tu butes sur une difficulté, tu ouvres tes mails pour chercher une info. Et là, tu te fais happer par une urgence mineure. C'est ça. Tu cherches un document mal classé, tu hésites 5 minutes sur l'étape d'après. Et chaque micro-interruption oblige le cerveau à se recalibrer. Ça consomme une énergie folle, alors qu'avec un plan strict, l'esprit suit un rail préétabli. On élimine toute la phase de prise de décision pendant qu'on agit. Exactement. Le retour sur investissement est massif. 2 heures gagnées contre 10 minutes d'effort, c'est clair. Mais en creusant bien, le point clé, c'est pas juste le fait de planifier, c'est le moment précis où on le fait. L'intuition nous dirait de faire ça le matin, tu vois, devant son café, bien frais. Mais c'est un piège. La méthode insiste lourdement. Ce plan de 10 minutes, il doit absolument être fait la veille au soir. La veille? Pourquoi c'est si crucial? C'est là que la neurologie s'en mêle. Faire sa liste le soir, juste avant de fermer l'ordinateur, ça exploite des mécanismes subconscients ultra puissants, notamment l'effet Zeigarnik. Ah, l'effet Zeigarnik. Comment ça marche dans notre cerveau concrètement? Le cerveau humain, il a cette fâcheuse tendance à s'obnubiler sur les tâches inachevées. Tant qu'une action n'est pas bouclée, elle tourne en arrière-plan dans notre mémoire de travail. Et c'est ça qui génère la fameuse charge mentale. Exactement. Ce petit bruit de fond anxieux qui te lâche pas. Le simple fait de poser ces tâches sur un bout de papier, ça envoie un signal fort au cerveau. La boucle est fermée sur le plan organisationnel. On purge la mémoire de travail, en gros. C'est ça. Et c'est là que la magie opère. Une fois cette pression retombée, pendant qu'on dort, le réseau du mode par défaut de notre cerveau reste hyper actif. Il tisse des liens, il classe les infos, sans la panique de devoir s'en souvenir. J'avoue que sur le papier, c'est beau. Mais y a une vraie friction logique pour moi. Ah bon? Laquelle? Imagine. Après une journée harassante, genre 10 heures de boulot intense, en tant que femme, je suis souvent épuisée, mon cerveau ressemble à une éponge sèche. C'est normal.
Du coup, l'idée même de m'asseoir, de sortir un carnet et de m'imposer la rigueur de structurer mon lendemain, ça a tout de la corvée punitive. Est-ce que ce niveau de contrôle, ça tue pas un peu la spontanéité tout en rajoutant du stress par-dessus la fatigue? C'est l'objection la plus courante, je te rassure. Et elle paraît rationnelle. Mais si on regarde la réalité de la fatigue mentale, l'épuisement du soir vient rarement du travail physique. Ça vient d'où alors? De la surcharge d'informations non résolues. Refuser de planifier sous prétexte qu'on est fatigué, c'est juste se garantir une nuit agitée. Ah, je vois le genre. Poser les choses sur papier, c'est pas une contrainte qui t'emprisonne, c'est un déchargement cognitif qui te sauve. Une sorte de transfert de responsabilité du cerveau vers le carnet. Voilà, tu externalises l'angoisse. Ton sommeil devient beaucoup plus profond parce que ton esprit n'est plus en mode alerte, genre « Attention, il faut absolument appeler un tel à 9 heures demain ». D'accord, on lâche prise. Et le bénéfice ultime, tu le récoltes le matin. Au lieu d'ouvrir les yeux avec le poids écrasant d'une journée chaotique, tu te réveilles avec une clarté absolue. C'est vrai que les solutions viennent souvent sous la douche? Exactement. Le stress de l'inconnu se transforme en proactivité. Et pour ce qui est de la spontanéité dont tu parlais, Elle n'est pas morte. elle est juste, Ailleurs. elle est libérée de la logistique banale. Du coup, elle s'exprime à 100% dans la créativité et la résolution de vrais problèmes. Le stylo agit vraiment comme une soupape psychologique avant la nuit, du coup. Bon, admettons. Ce déchargement est non négociable pour éviter la paralysie. Mais il reste à définir la méthode. C'est l'étape cruciale. Parce que griffonner 3 idées à l'arrache sur un post-it volant, c'est pas de la planification. Ah non, surtout pas. Il faut une architecture, un véritable écosystème qui fonctionne comme un entonnoir à 4 niveaux. Un entonnoir, ok. Comment on filtre l'information de l'idée abstraite jusqu'à l'action immédiate? Le premier niveau, le sommet hyper large de l'entonnoir, c'est la liste maîtresse. La fameuse. C'est le grand réceptacle de tes pensées, ton disque dur externe. Tu y déposes absolument tout, chaque idée, chaque projet futur, chaque petite responsabilité. Du nettoyage du garage jusqu'à la création d'une start-up. C'est ça, un inventaire exhaustif sans aucune contrainte de temps. Mais, très honnêtement, compiler l'intégralité des trucs que je dois ou veux faire dans ma vie sur un seul document, c'est la recette parfaite pour une crise de panique. Regarder cette montagne, c'est hyper anxiogène, non? Ah mais si le processus s'arrêtait là, je suis certain que ce serait terrifiant. Me voilà rassurée. Cette liste maîtresse n'est absolument pas faite pour être exécutée telle qu'elle. Elle sert juste à vider le cerveau. L'angoisse est vite neutralisée par le deuxième niveau, la liste mensuelle. D'accord, donc à la fin d'un mois, on fait quoi? Tu prends ta liste maîtresse gargantuesque et tu en extrais uniquement ce qui nécessite une action dans les 30 prochains jours. Ah, on ferme les yeux sur les 90% restants de la liste globale. On isole une fenêtre de tir plus petite. Voilà, on filtre. On passe d'un horizon infini à une vision à moyen terme. Ensuite, on fait redescendre la pression avec le troisième niveau, semaine, la liste hebdomadaire. Qu'on prépare le week-end, j'imagine. À la fin de la semaine en cours, oui, tu répartis les éléments de ta liste mensuelle sur les 7 jours à venir. Juste structurer une semaine à l'avance, ça booste drastiquement ta capacité d'exécution. Parce qu'on prend les décisions à froid, sans l'urgence. Exactement, de façon totalement rationnelle. Et on arrive au bout de l'entonnoir, le point de contact avec la vraie vie. La liste quotidienne. La veille au soir, on extrait de la liste hebdomadaire les tâches précises pour le lendemain. L'entonnoir a fait le job. L'idée vague du début s'est distillée pour devenir une action chirurgicale sur le bureau. C'est tout à fait ça. En explorant tout ça, il y a une métaphore maritime qui m'est venue à l'esprit pour visualiser comment ça s'emboîte sans créer d'angoisse. Vas-y, je t'écoute. Si on imagine une expédition en mer, la liste maîtresse, ce serait le continent lointain, tu vois. La terre inconnue à l'autre bout de l'océan. C'est vaste, c'est l'objectif de vie. Les listes mensuelles et hebdomadaires, ce sont les cartes de navigation. Qui t'indique les courants marins et les récifs à éviter cette semaine. J'aime beaucoup. Et du coup, la liste quotidienne n'a plus rien à voir avec l'horizon. C'est le cordage physique que le marin a entre les mains, là, tout de suite, sur le pont du navire. Il ne regarde plus le continent au loin. Jamais. Parce qu'un marin ne peut pas tirer sur une corde qui est à 3000 km de lui. La paralysie, c'est quand on essaye d'agir sur le continent alors qu'on est encore sur le bateau. C'est exactement ça. En décomposant tout à travers ces 4 listes, on s'assure mathématiquement que tirer sur ce cordage aujourd'hui, c'est aligné avec l'arrivée sur le continent dans 10 ans. La charge mentale s'évapore parce qu'on sait que l'action minuscule a du sens. C'est une mécanique super rassurante. Bon, la carte est tracée, le navire est prêt, notre liste quotidienne est sur le bureau. Le jour se lève et on passe à l'action. La meilleure partie. Si on regarde ça sous l'angle de la psychologie, que se passe-t-il concrètement dans la chimie de notre cerveau quand on commence à interagir avec cette liste? L'interaction physique avec le papier, c'est d'une puissance neurologique folle.
Prendre un stylo et rayer visuellement un truc terminé, c'est pas juste de l'administratif. Le cerveau le voit comment? Comme un événement de récompense énorme. Ça libère un gros shot de dopamine, l'hormone de la satisfaction. C'est vrai que la sensation et même le bruit du stylo qui rature le papier, c'est viscéral comme plaisir. On ancre une victoire dans le monde réel, ouais. Et ces micro-victoires génèrent une énergie cinétique de dingue. Une boucle de rétroaction positive. Totalement. Se voir avancer, ligne après ligne, ça devient un moteur. L'inertie du matin disparaît et on se sent de plus en plus compétent. C'est ce carburant qui nous empêche de tout remettre à plus tard. À un moment donné, on se sent limite inarrêtable. J'adore cette idée. Mais il y a quand même un gros angle mort dans cette histoire de dopamine, non? Qu'est-ce que tu veux dire? Si le cerveau réclame sa récompense et que rayer des lignes donne de l'énergie, le piège de la fausse productivité est énorme. Ah, tu mets le doigt en plein dessus. C'est ultra tentant de remplir sa liste de micro-tâches nulles, genre arroser les plantes, répondre à un texto, juste pour ressentir ce petit frisson d'accomplissement. Et pendant ce temps-là, le vrai gros projet ardu nous fixe depuis le coin de la pièce. C'est le piège le plus insidieux qui existe. Et c'est pour ça qu'il faut impérativement relier les listes au concept du crapaud qu'on a évoqué au tout début. Donc la liste quotidienne, c'est pas le refuge de l'ego. Non, surtout pas. Son but unique, c'est d'isoler la grosse tâche difficile et de la découper en bouchées d'éléphant. Ce qu'on raille toute la matinée, ce sont les fragments successifs de notre plus grande difficulté. Exactement. Rayer, trier mes spams, ça donne un pic de dopamine vide qui s'effondre direct. Par contre, si ton crapaud c'est un gros rapport intimidant, ta liste doit contenir. Réunir les données, écrire l'intro, faire le premier graphique. Et c'est en rayant ces étapes-là qu'on se sent vraiment invincible. C'est l'explosion d'énergie la plus authentique. La confiance vient du fait d'avoir méthodiquement vaincu la résistance, pas de l'avoir esquivée. En prenant un peu de recul sur toute cette analyse, je me dis que la planification, c'est bien plus profond qu'un simple tableau Excel froid et sans âme. C'est clair, ça n'a rien à voir. C'est limite une machine à voyager dans le temps, en fait. C'est le pouvoir d'amener un futur flou directement dans le présent, de le rendre palpable avec juste un bout de papier et un stylo. Le brouillard anxieux se dissipe et laisse place à un escalier super solide. Et cette capacité d'abstraction du cerveau, ça soulève une question presque vertigineuse sur nos propres ressources internes, tu trouves pas? Si, complètement. On a vu que confier une liste logistique à notre subconscient avant de dormir, ça lui permet de bosser dessus la nuit pour clarifier notre journée. Mais du coup, qu'est-ce qui se passerait si on utilisait cette même mécanique pour des problèmes totalement différents? C'est une pensée fascinante. Imagine formuler par écrit un gros blocage créatif, ou même un dilemme personnel complexe, juste avant de fermer les œufs. Si écrire une question épineuse sur le papier libère la mémoire de travail. Le cerveau pourrait tout à fait tisser des solutions inattendues dans le noir. Le stylo et le papier, ça deviendrait une vraie interface de programmation mentale, bien au-delà de la simple productivité au travail. C'est comme ouvrir un dialogue direct avec la partie la plus silencieuse, mais la plus intelligente de nous-mêmes. C'est une ressource colossale qui bosse dans l'ombre, à condition de savoir les passer commande correctement. C'est tout à fait ça. Une sacrée leçon. Alors la prochaine fois que la montagne semble insurmontable, la solution n'est peut-être pas de fixer le sommet avec angoisse, mais simplement de baisser les yeux, de tracer la première marche sur le papier et de laisser la magie opérer. Une réflexion passionnante à garder en tête pour la suite de nos explorations.